Si vous êtes là, c'est parce que vous travaillez. Si je suis là, c'est parce que je travaille. Il n'y a pas ceux qui travaillent là et ceux qui travaillent là. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui ton bras vient d'immoler mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin, que je hais parce que je t'honore. Excusez-moi. Tout ce qui est créé dans leurs usines et leur entreprise, c'est leur richesse. Donc tout ce qui va être affecté au salaire ou à la cotisation sociale, ça fait un trou dans leur richesse. Le trou de la sécu, c'est juste le point de vue des propriétaires lucratifs. Tout d'un coup, j'avais une pensée, je ne sais pas pourquoi, pour les travailleurs à la chaîne. Tout d'un coup, je disais, ah mais ça les travailleurs à la chaîne sabotent leur travail pour revenir à des cadences plus soutenables. Et puis je me rappelais aussi des sittings que j'avais faits et les conseils en désobéissance civile où ils disaient « Faites-vous le plus lourd possible, résistez pas quand il y a les forces de l'ordre, sinon vous leur donnez prise. » Je ne donne pas prise aux contractions. Je ne donne pas prise aux contractions. Donc en fait, on est à un endroit qui brouille absolument toutes les pistes, tous les clivages entre entrepreneuriat et salariat. Et c'est à cet endroit-là que l'intermittence du spectacle est autant pointée du doigt. L'enjeu, il est là parce que c'est un grain de sable dans la logique stricte de subordination, dans la logique stricte d'exploitation du travail salarié. Eh ben, ça fait débat dans le milieu de l'éducation populaire, mais moi je vais commencer cette conférence gesticulée comme un spectacle. Costume, coulisses. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Hélène, je suis comédienne, comédienne chanteuse, comédienne de théâtre de texte, comédienne marionnettiste, comédienne clown, comédienne enseignante d'art dramatique, comédienne conférencière gesticulante, comédienne administratrice, comédienne web bidouilleuse, comédienne chargée de production et de diffusion, comédienne un petit peu comptable, mais ça résiste encore, mais je vais faire des efforts. Je suis une mouette. Je suis comédienne conductrice, comédienne technicienne de surface, comédienne assistante maternelle et paternelle. Pendant le confinement, j'ai été comédienne enseignante à domicile pour mes enfants. Et depuis peu, je suis spéléologue amateur. Alors, ce goût pour la spéléologie m'est venu par un vieux copain, Paul, que j'ai rencontré à l'issue de ma formation initiale de comédienne dans une petite école privée d'art dramatique parisienne, un tout petit milieu. Voilà, donc tout le monde se connaissait, de fil en aiguille, on s'est rencontrés et on ne s'est plus quittés. Ça va faire plus de 20 ans. Et Paul, c'est quelqu'un en fait qui m'a suivi, c'est ça, depuis la sortie d'école. Voilà, il m'a un peu soutenue en me demandant les auditions que je passais, les équipes que je rencontrais, puis des choses plus personnelles aussi, la famille, les enfants, etc. Bon bref, donc Paul sait tout de moi. Et vers 2008, comme moi j'ai monté ma propre compagnie avec deux autres comédiennes, j'ai commencé à partir en tournée, à être beaucoup moins disponible et qu'on ne voulait pas perdre ce petit lien.
on avait mis en place un rendez-vous téléphonique pour continuer à se tenir au courant. Et pour la petite anecdote, dans mon agenda électronique, tous les mois, j'avais appelé Paul, appelé Julien. Parce que Julien, c'est mon compagnon. Et 2008, c'est la période où on essayait d'avoir un enfant. Et ça venait pas. Donc, au milieu de tous nos emplois du temps respectifs, on essayait de faire en sorte d'être en présence au bon moment pour se donner le maximum de chance. Enfin, je veux dire au bon moment, à la période d'ovulation. Ça va? Parce qu'en fait, moi, j'ai des règles très irrégulières. Et pour qu'il y ait fécondation, en fait, les règles, donc c'est une muqueuse qui se développe dans l'utérus. Voilà, il y a l'ovule qui descend, et si l'ovule n'est pas fécondé, oh oui, c'est important de bien voir. Si l'ovule n'est pas fécondé, la muqueuse se détache. Tout est évacué pour refaire la même chose le mois prochain. C'est ce qu'on appelle. Ouais, ça va. D'accord. Voilà, donc appelez Julien, appelez Paul. Ça va. Enfin, oui, dans ce sens-là. Et donc j'ai monté une compagnie, j'ai eu un enfant, 2 enfants. Et en 2013, au lieu de m'appeler, Paul m'envoie une lettre. Et c'est cette lettre qui a déclenché mon goût pour la spéléologie. Je vais vous lire la lettre. Donc, juin 2013. Ma très chère Hélène, mon amie depuis plus de 15 ans. Je t'écris cette lettre car je suis sans voix tant ma douleur est grande. Depuis toutes ces années, j'ai cru à notre complicité et à cette belle confiance que nous avions tissée. Et je découvre aujourd'hui ton ignoble duplicité. Sous couvert de rigueur et de loyauté, tu profites éhontément du système, comme tous ces parasites sans scrupules qui vivent au crochet de la société. Quelle honte, quelle trahison! Est-il possible que toutes ces années tu aies fait absolument semblant de travailler, semblant d'être salarié, semblant d'être subordonné? Mais quelle indignité et quel mépris pour les travailleurs, les vrais. J'espère, sans grande illusion, que tu sauras me détromper, mais toutes les preuves t'accablent. Il semble clair que personne ne te dicte ce que tu dois faire, comment, quand et pourquoi tu dois le faire. Pire, personne ne te contrôle ni ne te sanctionne. Si tu n'es pas en capacité de prouver ton lien de subordination avec tes employeurs, je me verrai dans l'obligation de couper court à notre relation. Et je peux t'assurer que jamais plus tu ne toucheras tes allocations chômage, que tu devras rembourser en intégralité pour combler le trou de la Sécu que tu as largement contribué à creuser. Je te souhaite bien du courage, le cœur brisé, ton ami, Paul, emploi. Donc voilà comment le goût de la spéléologie m'est venu. En 2013, je reçois donc ce courrier de Pôle emploi qui, dans le jargon administratif, est appelé une étude mandataire. Une étude mandataire, c'est une démarche antifraude. Et dans ce courrier, donc, Pôle emploi me demande de prouver mon lien de subordination juridique avec mes employeurs, alors que ça fait 15 ans que tous les mois, j'envoie mes fiches de paye et mes contrats de travail. Je vais faire quand même des petits points vocabulaire. Subordination juridique. Alors, attendez, je l'ai en double pour ceux qui sont loin. La subordination juridique, donc c'est ce qui caractérise le contrat de travail salarié. Donc quand on est salarié, on travaille pour un employeur qui décide où, quand, à quoi on va travailler et comment. Et qui acquiert le pouvoir de contrôle et de sanction du travail fait ou non fait, ou mal fait, et évidemment le pouvoir de nous virer. Ça va, c'est clair ?
Ce contrat de salariat, ce contrat de salarié, donc de cette subordination juridique, c'est, en fait, on contractualise le fait qu'on renonce à notre autonomie sur notre travail. Et comme on peut être viré et donc perdre nos revenus, je vais le mettre là, eh ben, on a, les salariés ont un droit spécifique qui est le droit au chômage pour avoir des revenus si on se fait virer de notre emploi. Ça va ? Donc, Pôle emploi me demande de prouver ma subordination juridique. Et pour moi, cette lettre, ça a été un électrochoc. En quelques lignes, j'avais 15 ans de mon activité professionnelle qui était balayée. 15 ans à essayer d'avoir des revenus décents tout en ayant une activité artistique digne de ce nom. En quelques lignes, en fait, on me disait que mon travail ne valait rien, que mon travail n'était pas du vrai travail, que non seulement mon travail ne valait rien, mais que je coûtais à la société et que j'allais devoir payer pour ça. Je suis une fraudeuse, privilégiée, glandeuse, inessentielle, responsable du trou de la Sécu. À ce moment-là, j'ai vraiment 1 milliard de questions qui me remontent en tête comme ça. Et déjà, je me dis, mais subordonné, est-ce que j'ai une gueule de subordonné ? Et puis pourquoi est-ce qu'il faut que je sois subordonnée pour avoir une protection sociale? Pourquoi il faut que je sois subordonnée pour que mon travail soit considéré comme un vrai travail? Pourquoi il faut que je sois subordonnée pour que mon travail ait de la valeur? Qui décide de la valeur de mon travail? Et donc, comédienne, définitivement, c'est pas un vrai travail. Qu'est-ce que je fous depuis 15 ans? Qui suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel tourment me saisit? Je perds mes classiques. Quel tourment me saisit? Quel remords! Être ou ne pas être subordonné? Telle est la question. Est-il plus noble pour l'esprit de subir les coups et les flèches d'une injurieuse fortune ou de s'armer contre une mer de tourments et en les affrontant, y mettre fin? Eh bien, j'ai décidé de les affronter. Je ne savais pas si j'allais y mettre fin. Donc déjà, je réunis mes idées, parce que moi, la Sécu, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et je me dis, bon, bah, apparemment, le trou de la Sécu, c'est moi, et tous les autres comme moi, les intermittents du spectacle. Alors c'est vrai que les intermittents du spectacle, on n'est pas dans le métro, boulot, dodo. En plus, on aime nos métiers. C'est vrai aussi que on travaille dans un secteur assez juteux. Hein, on est estimé plus juteux que le secteur de l'automobile. Et puis, on est des travailleurs et des travailleuses qui se mobilisent âprement quand on touche à nos fameuses annexes 8 et 10, qui sont donc les annexes du régime général de chômage, de l'intermittence du spectacle. Oui, petite précision, l'intermittence du spectacle, c'est un régime chômage, et il n'y a qu'une seule caisse chômage en France, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas la caisse des intermittents et la caisse des chômeurs. Nous sommes des chômeurs. En plus, on est des chômeurs qui voulons rester au chômage. Bah oui, parce que un intermittent du spectacle, son but c'est de le rester le plus longtemps possible parce que c'est la meilleure preuve qu'il travaille et puis c'est sa garantie de revenus. Et puis, comment ça se fait qu'il y a 0, oui, intermittent du spectacle, on est à peu près 170 000 indemnisés au régime chômage. Il y a
beaucoup plus d'intermittents du spectacle que ça, mais il y a beaucoup d'intermittents et d'intermittentes du spectacle qui ne sont pas indemnisés au régime chômage. On représente 0,4% de la population active, tant dire rien ni personne, et pourtant, qu'est-ce qu'on est montré du doigt? Et donc, on est responsable du déficit de l'UNEDIC, la caisse chômage, et du trou de la Sécu. Alors moi, je me dis, d'accord, je m'improvise une petite tenue de spéléologue, et je décide d'aller explorer ce gouffre légendaire, qu'est le trou de la Sécu. Voilà. Donc, pendant cette conférence gesticulée, c'est un peu ça qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va aller voir ce qui se passe du côté de la sécurité sociale. Qu'est-ce que c'est que cette protection sociale qui au départ est quand même, il faut le savoir, un service public autogéré, donc non étatique et non capitaliste, si ça existe, une propriété sociale, comme dit Nicolas da Silva dans son livre La bataille de la Sécu. Et puis on va aussi aller voir du côté du chômage et de l'intermittence du spectacle. L'intermittence du spectacle ayant cette particularité d'être une protection sociale qui couvre la discontinuité de l'emploi, mais dans ce tout petit secteur du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma. Vous êtes prêts pour un peu de spéléologie? Oui. Ça, c'est le programme, donc si vous avez besoin d'aller voir ailleurs si on y est, il n'y a aucun problème. Alors, la sécurité sociale, le trou de la Sécu. Bon, à ce moment-là, la sécurité sociale, j'y connais rien, donc clic, je cherche. Moi, je connaissais que, et j'étais encore de l'époque des feuilles de soins, là, saumon et blanche, là, donc clic, je cherche. Ah, waouh, je comprends qu'il y a un dédale de branches. Il y a la caisse retraite, il y a la caisse famille, il y a la caisse santé, il y a la fonction publique hospitalière, il y a l'administration de la sécurité sociale. Je dis, je vais me perdre dans ce dédale. Il faut que j'aille demander à quelqu'un d'accessible. Donc, bon sens, je vais à la CPAM de mon quartier. Clic. Je prends mon petit ticket, je vais le mettre comme ça. Ça marche ça? Oula. Je prends mon petit ticket, je m'assieds correctement à la CPAM de mon quartier. Cette CPAM, je la connaissais parce que c'est là où j'ai fait ma première demande de congé maternité. Je me rappelle à l'époque, j'avais la feuille de ma doctoresse qui disait « Ça y est, Hélène est enceinte, bravo Julien ». Et pendant que j'attendais, je me disais en fait, c'est hyper bizarre d'aller à l'assurance maladie pour un congé maternité. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une maladie. En même temps, c'est vrai qu'on dit tomber malade, tomber enceinte. Il y a peut-être eu un glissement. Et donc, j'ai pas trop le temps de creuser la question. Et la personne de la CPAM m'appelle. Donc on est là en 2008, à la CPAM de mon quartier, pour mon premier congé maternité. Petit flashback. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Clic. Au suivant! Oui, voilà. C'est mon premier, je viens pour mon congé maternité. Oui, vous remplissez les conditions, ma petite dame. Les conditions? Oui, il faut avoir fait 800 heures sur les 12 derniers mois pour avoir des indemnités congé maternité. 800 heures, en fait, je suis comédienne intermittente du spectacle et j'ai déjà du mal à faire mes 507 heures, alors 800 heures... Ah, une intermittente du spectacle. Alors attendez, parce qu'on n'a pas été formés. Alors, intermittente, intérimaire, non, ça n'existe plus. Interminable. Ah, intermittente du spectacle. Ah oui, alors vous, c'est 200 heures
sur les 3 derniers mois avant votre congé. Avant, vous êtes sûr? Parce que je sais pas si je pourrais encore travailler, je vais avoir un ventre, comme ça, et... Oui, alors attendez. Non, parce qu'en plus, moi je suis en travail discontinu, alors 200 heures d'affilée, Oui, alors attendez, je cherche partout. Je cherche désespérément une information. Ah! Alors sinon, il faut remonter à votre date de fécondation. Ma date de fécondation? Excusez-moi, mais en fait, ça vous regarde carrément pas, quoi. Puis vous savez, on sait pas toujours avec qui c'était, alors quand... Oui, alors c'est ça ou c'est rien, article R 313.3 et R 313.7 du Code de la Sécurité sociale. Au suivant! Et ben voilà comment je découvre à mes dépens que le congé maternité est obligatoire, mais pas obligatoirement indemnisé, même quand tu es salarié. J'avais assez travaillé, hein, j'avais fait plus de 507 heures sur les 12 mois, mais j'avais pas travaillé au bon moment, de la bonne manière. Sauf que travailler de manière discontinue quand vous êtes dans un secteur d'emploi discontinu, à une date fixe, totalement imprévisible, qui est votre date de fécondation, autant vous dire que c'est mission impossible. Et ça a été rebelote en 2011 pour mon deuxième congé mat. Entre-temps, il y a le collectif des maternitantes qui s'est créé. Les maternitantes, c'est les mères intermittentes et précaires, les maternitantes, qui, voilà, au départ, hein, c'était des simples intermittentes du spectacle qui se sont retrouvées sans congé mat et qui n'ont eu de cesse de dénoncer cette faille dans la protection sociale à l'endroit des intermittentes et précaires. Et elles ont cravaché pendant, ça a été créé en 2009, elles ont cravaché pendant, jusqu'à aujourd'hui, hein, elles sont encore là, elles sont 5, elles font un boulot incroyable. Et elles ont réussi, à force de persévérance, à force de monter au créneau, déjà à faire abaisser le seuil des fameuses 800 heures à 600 heures pour accéder aux indemnités maternitantes. Et elles continuent aujourd'hui, et ça a notamment, elles ont eu un énorme focus au moment de la crise Covid, parce que là, on ne pouvait plus faire comme si tout ça n'existait pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes matermitante, si vous n'avez pas les heures qui vous déclenchent les indemnités, donc vous n'avez pas d'indemnité congé mat. Et comme vous êtes en congé mat, vous n'avez pas le droit de travailler, donc vous n'avez pas de salaire non plus. Et comme vous n'avez pas le droit de travailler, vous êtes radié de Pôle emploi, parce que vous ne pouvez plus travailler, donc vous n'avez pas non plus de chômage. Donc en fait, du jour au lendemain, vous n'avez plus aucune source de revenus. C'est particulier comme protection sociale. Comme si, quand vous deveniez matermitante, vous passiez une sorte de contrat social implicite, comme quoi vous étiez une gentille petite cigale qui allait bien rentrer dans le rang et retourner en femme au foyer, sans autonomie économique, sans indépendance financière. Moi, j'ai senti une sorte d'énorme relent patriarcal que j'ai fait remonter à 1804, au Code civil Napoléon. Époque où les femmes, et particulièrement les épouses, étaient considérées comme des mineures sociales. Elles n'avaient pas le droit de droit civique, comme les enfants, les fous, les handicapés et les criminels. Elles étaient entièrement subordonnées, corps, âme et bien, à leur mari. Bon, vous allez me dire, on a fait quelques petits progrès, quand même, depuis. C'est vrai, on a le droit de vote, déjà. Waouh. Et puis, il y a un congé de paternité qui est arrivé, qui a été généreusement augmenté de 3 jours obligatoires à 7 jours obligatoires
autant dire que ça ne change pas tellement la donne. D'autant plus que quand une matermitante n'a pas ses indemnités et sans revenus, en général, c'est minimum 3 ans pour retrouver un réseau de travail, un réseau d'emploi, et c'est autant de trous dans sa retraite. Alors sur les progrès, les matermitantes, elles sont encore au taquet. En 2020, elles ont obtenu... alors ça, il ne faut que pas je vous dise des bêtises. J'ai des petites anti-sèches. Il faut que je mette mes lunettes. En 2020, donc, 2021, voilà. Elles ont obtenu l'allongement par décret de la durée du maintien de droit de 3 mois à 12 mois en cas de reprise d'activité insuffisante, quand on retourne à l'emploi. Et en ce moment, elles sont en train de se battre avec le soutien du défenseur des droits pour la reconnaissance du congé paternité par France Travail, puisque Pôle emploi ne reconnaît pas les jours de congé paternité, et aussi une meilleure prise en charge des arrêts maladie, dont l'indemnité journalière maximum aujourd'hui n'a jamais été aussi basse depuis 20 ans. 41,47 € par jour. Je referme cette énorme parenthèse sur ma prise de conscience des relents patriarcaux qui arrivent jusqu'à nous encore aujourd'hui. Et je retourne explorer le trou de la Sécu. Oui, bonjour monsieur, voilà, je suis spéléologue amateur, j'ai fait ce que j'ai pu. En fait, je voudrais explorer le trou de la Sécu, mais je ne sais pas bien par où, enfin je ne sais pas, si vous pouviez m'indiquer où est-ce que je pouvais y accéder, ou peut-être vous, à la CPAM, vous avez une petite porte d'entrée, une chatière, je ne sais pas, quelque chose. Non, le trou de la Sécu, mademoiselle, c'est pas du tout ici, mais oui, effectivement, il faut que vous alliez à la DSS, d'accord ? La direction de la sécurité sociale qui se trouve au ministère du Travail, et c'est là que se trouve le trou de la Sécu. Ah bon ? Eh bien, écoutez, j'y vais. Merci beaucoup, bisous, ciao. Et donc, me voilà partie, au ministère du Travail. Super beau bâtiment. J'ouvre la porte, il y a un beau hall magnifique, un dallage très beau, il n'y a pas l'ombre d'une fissure, pas l'ombre d'un trou. Donc je me dis, non, un cratère pareil, il doit y avoir un chantier, je ne sais pas, donc je commence à faire un peu le tour du pâté de maison, le tour du quartier, je demande, vous avez déjà entendu parler du trou de la Sécu? Oui, vous savez où il est? Non, d'accord, vous non plus. La nuit tombe et je trouve rien. Ah non, c'est pas tout à fait vrai. Je vais sur le très complotiste site legifrance.gouv.fr. Et là, est-ce que je vais en double celui-là? Pas du tout. Donc, vous viendrez voir après. Donc là, je tombe sur la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Avec un petit tableau de la trajectoire des administrations de la Sécu qui dit en gros sur l'ensemble qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre et quel équilibre ça fait. Et ce tableau dit que la balance elle est à plus 12,5 milliards d'euros en 2018 et 21,7 milliards d'euros en 2022. 21,7 milliards d'euros. Je me dis, mais attendez, mais la Sécu, c'est pas un trou, c'est une montagne, la Sécu, une montagne de pognon. C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est un vrai monticule. Alors pourquoi on nous dit qu'on ne peut pas payer nos congés mat', notre chômage, nos retraites, nos accidents du travail? Alors quand même, je repère qu'il y a une petite ligne écrite en bas et qui dit « Sur ces 21,7 milliards d'euros, l'État va ponctionner 20 milliards d'euros pour éponger la dette sociale. » Je dis « Bah dis donc, ils sont gonflés. Il y a pas mal de thunes, mais ils se servent à pleine pogne. Enfin,
le calcul est vite fait, il reste quand même plus d'1 milliard d'euros. Moi, j'ai envie de dire à ce moment-là que gling, glang, glang, et y a pas de trou, y a pas de trou, y a pas de trou du tout, pas de trou de première classe, pas de trou de seconde classe, y a pas de trou, y a pas de trou, y a pas de trou du tout, y a pas de trou, un point c'est tout. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que le trou de la Sécu est un gros fake. Sous vos applaudissements. Bon, trêve de plaisanterie, j'ai beau avoir ce petit tableau sous les yeux, j'y crois pas. Je sais pas vous, mais moi je suis née avec le trou de la Sécu. J'ai grandi avec le trou de la Sécu. Et donc pour moi, la Sécu, sans le trou de la Sécu, c'est pas la Sécu. Quand j'ai fait cette formation, donc c'était à l'Ardeur, l'équipe de formation m'a demandé si je savais à quel moment on a commencé à parler du trou de la Sécu. Est-ce que vous avez une petite idée à la louche par rapport aux grandes périodes politiques? Pardon? Rocard. Encore avant, ouais, 93, encore avant, oui. 67, parce que, vous dites ça pourquoi? Parce que les premières ordonnances... Ordonnance Jeanneney. Les premières ordonnances de sabotage de la Sécu datent de là. Ouais, mais en fait c'est plus tôt. Encore plus tôt. Il y a eu des grèves oui. conséquentes. Mais c'est plus tôt. Autre moment? 47. En fait, on commence à parler du trou de la Sécu à la création de la Sécu. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé au moment de la création de la Sécu? Donc, clic, 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 je cherche. Et je remonte donc aux ordonnances de 45, les ordonnances donc, qui ont institué la sécurité sociale sous De Gaulle, qui pour la petite histoire n'ont jamais été signées par De Gaulle, et surtout le régime général de sécurité sociale qui a été mis en place donc, en 1946, avec la CGT, les députés, enfin les communistes, le député communiste Ambroise Croizat, etc. Et donc là je découvre, moi qui ne connais rien, enfin on m'a jamais appris ça à l'école en tout cas, que à sa création, la sécurité sociale, déjà, c'est une caisse unique. Il n'y a pas plein de petites caisses saucissonnées, indépendantes les unes des autres. Cette caisse, elle est indépendante de l'État. C'est vraiment pour ça que c'est un service public non étatique. Elle est censée être gérée, alors dans les chiffres on dit souvent à 75% par les travailleurs et les travailleuses. Donc gérée par les travailleurs et les travailleuses, et donc elle fonctionne sur la mutualisation interprofessionnelle, et donc elle est financée par la cotisation sociale. Donc je vais voir comment, dans les ordonnances de 40, je vous ai dit 40, oui, 45, ça, dans les ordonnances, comment est définie la cotisation sociale. Elles vont mourir moins bêtes. Et donc, c'est défini comme ça. Dans le texte, ils disent « La cotisation sociale est un prélèvement sur la richesse créée par le travail dans l'entreprise qui n'est affecté ni au salaire, ni au profit, mais mutualisé pour répondre aux besoins sociaux des travailleurs résultant des aléas de la vie, etc. etc. » C'est ce qu'on appelle la socialisation de la valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tout le secteur privé, là, avec les entreprises, les usines, nos petits travailleurs subordonnés qui viennent faire tourner la machine et qui créent de la richesse contre un salaire, et que sur cette richesse, donc il y a une partie qui est affectée au salaire, et puis une partie qui va être affectée à la sécurité sociale. Et donc, en fait, le trou, il est là.
dans le manque à gagner des propriétaires lucratifs, dans le profit, pour la faire un peu plus simple. Propriétaire lucratif, donc la propriété privée nous vient de la Révolution française, et la propriété lucrative, privée, c'est le fait de pouvoir tirer un revenu d'un patrimoine, ton entreprise, ton usine, ta voiture, ce que tu veux, ou du travail d'autrui. Ben oui, parce que pour les propriétaires lucratifs et aujourd'hui leurs actionnaires, comme ce sont leurs usines et leurs entreprises, tout ce qui est créé dans leurs usines et leurs entreprises, ben c'est leur richesse. Donc tout ce qui va être affecté au salaire ou à la cotisation sociale, ça fait un trou dans leur richesse. Le trou de la Sécu, c'est juste le point de vue des propriétaires lucratifs. Eux, la Sécu, ils la voient comme ça. Au voleur, à l'assassin. Je suis assassiné, mais justice, oh, juste ciel, justice. On m'a volé ma cassette, ma chère cassette. Bravo. Oui. Ben oui. Ça commence à s'échanger. Bientôt, je les mettrai sur gauche si ça vous embête. Bon, évidemment, tout ce monde ne va pas du tout se laisser abattre. Et donc, ils vont se mettre au travail pour mettre la Sécu au régime sec et récupérer leurs cassettes. Alors, c'est très simple. Pour eux, les cotisations, vu que ça pèse sur leurs profits, ce sont des charges. Donc, on voit bien l'angle idéologique qu'on retrouve sur nos fiches de paye, où le mot cotisation a entièrement disparu, on ne parle plus que de charges sociales. Les cotisations, on les plafonne, on les fait baisser, exonérer, comme ça c'est l'État qui paye, et puis même on en supprime, là Macron il a supprimé la part salariale de la cotisation chômage et de la cotisation santé. Alors, ils ne sont pas contre la protection sociale. Mais, si vous voulez, ça serait bien que la protection sociale soit financée par l'impôt. Parce que l'impôt, c'est prélevé majoritairement sur les salaires, sur les revenus, et pas sur leurs cassettes. Ou alors, vous pouvez aller contracter une assurance privée chez d'autres propriétaires lucratifs, et comme ça, la boucle est bouclée. Bon, ils n'ont pas fait ça tout seuls, hein. Ils ont eu un gros coup de pouce de l'État. Là, je ne vais pas vous refaire toutes les réformes de la Sécu, parce que sinon on y est encore pour demain matin, surtout qu'il y en a que je prépare encore, mais moi je m'arrête sur 2 dates. 1958, création de l'assurance chômage sous De Gaulle, soi-disant sur le modèle de la sécurité sociale, sauf qu'en fait, la création de l'assurance chômage, on y met le paritarisme et la gestion ou le contrôle d'État. Le paritarisme, ça veut dire qu'il y a 50-50 syndicats de travailleurs-travailleuses et patronat. Et donc l'histoire a montré qu'il suffisait qu'il y ait un syndicat de travailleurs-travailleuses qui rejoigne les positions du patronat pour que la balance soit en faveur des intérêts du patronat. Et puis comme ça marche super bien, 67, comme monsieur l'a dit, les ordonnances Jeanneney, et on généralise ce principe du paritarisme et de la gestion d'État à l'ensemble de la sécurité sociale. Et à partir de là, le verre est dans la pomme, et on brandit l'épouvantail du trou de la Sécu pour faire passer des réformes de destruction massive de ce fameux régime général. Réforme retraite, réforme chômage dernièrement, on a eu des très beaux exemples et ça ne va sûrement pas s'arrêter. Et ça marche très très bien. Ils ont récupéré leurs cassettes.
En 40 ans, la part du profit dans le PIB est passée de 30% à 40%. PIB, c'est le produit intérieur brut. Pour la faire un peu vulgairement, c'est la richesse du pays. Et dans le PIB, c'est ce qu'on appelle la répartition primaire. On a les salaires et les cotisations, 70%, et le profit, 30%. Donc c'est dans ce sens-là où la part du profit dans le PIB a augmenté. Ils récupèrent leurs cassettes. C'est ce qu'on appelle la lutte des classes, et ils sont en train de la gagner. Bon, quand j'arrive là, je comprends que le truc de la sécu, c'est pas nous qu'on le creuse. Déjà parce qu'il n'y en a pas. Et que c'est un point de vue idéologique. C'est un sabotage du régime général de sécurité sociale, un étranglement des financements, qui fait que chaque petite caisse doit aller finalement s'endetter sur les marchés financiers. Et donc ça rend réelle cette fiction du trou de la sécu. D'accord. Ils ont réussi à subvertir la devise de la sécurité sociale, qui était chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Aujourd'hui, la devise, c'est « si tu n'as pas de moyens, assieds-toi bien sur tes besoins ». On est passé d'un service public non étatique, non capitaliste, à un service public étatique, semi-capitaliste. Et aujourd'hui, on est en train de glisser tranquillement vers un service au public, c'est-à-dire sur le modèle de la gestion privée. Bien. Mais les intermittents du spectacle dans tout ça, qu'est-ce qu'on représente? Pourquoi on est montré du doigt? Pourquoi on remet en cause notre statut de salarié? Et c'est quoi l'enjeu derrière, quoi? En gros, qu'est-ce que le gros doigt accusateur cache? Donc à défaut de creuser le trou, j'ai décidé de continuer à creuser la question. Alors, je me suis dit, la première personne qui pourrait me répondre, c'est Pôle emploi, finalement. Sauf que la dernière fois que j'avais été à Pôle emploi, ça s'était pas très bien passé. C'était au moment de mon renouvellement, le renouvellement de mon dossier. Et mon dossier était bloqué. Donc je vais en agence, on allait encore en agence à cette époque. Je vais en agence et je vois le petit guichet, donc je fais la queue, je vais jusqu'au guichet, et je dis voilà, je comprends pas, voilà mon dossier, j'ai fait largement mes 507 heures, sauf que nada, ça bloque. Et là, la personne au guichet me dit ah mais nous on s'occupe pas de ça. Je dis mais je suis à l'agence spectacle de Pôle emploi. Si vous vous occupez pas de ça, qui s'en occupe? Non, on s'occupe pas de ça, madame. Je dis non mais qu'est-ce que je sais pas. Vous avez votre ordinateur là, j'ai mes papiers ici. On fait 3 clics comme d'habitude et vous me dites ce qui se passe, que je comprenne au moins. Bon, écoutez madame, je vous ai dit qu'on ne s'occupait pas de ça. Vous voyez derrière vous le téléphone? Oui. Vous appelez le 3949, c'est eux qui s'occupent de ça maintenant. J'ai dit non mais c'est pas vrai. Je veux dire, vous êtes là, je suis là, on sait pas. Je ne m'occupe pas de ça, vous appelez le 3949. Ok. Donc je vais appeler le 3949. Il y a des personnes qui n'ont jamais utilisé le 3949 dans cette salle? Pas beaucoup. Je vais vous expliquer. Donc c'est une plateforme, on ne parle plus à des conseillers ou des conseillères, on parle à une plateforme. Et il y a un malin petit jeu qui se met en place. La première fois où vous appelez,
vous expliquer ce qui vous arrive. Oui, bonjour, voilà, je comprends pas, j'ai mon dossier qui est bloqué, je suis passée en agence. Bon, écoutez, madame, vous pouvez pas nous laisser faire notre travail. Enfin, je veux dire, si vous nous interrompez tout le temps, votre dossier, c'est sûr qu'il va jamais se débloquer. Donc vous restez à côté de votre téléphone et puis on vous appellera quand ce sera débloqué. Et ça raccroche. Sauf que, bah, quand vous êtes au chômage, c'est vos revenus, quoi. Donc, bah, vous avez votre frigo qui commence à se vider. Donc vous vous dites, bah, je vais quand même appeler une deuxième fois. Oui, bonjour, je suis désolée de vous déranger. Merci beaucoup pour le travail que vous faites, vraiment. Enfin, je veux dire, j'ai bien conscience que vous n'avez vraiment pas le temps et que vous êtes débordés. Mais j'ai mon dossier, pardon, qui est en train d'être bloqué et je commence à avoir faim un petit peu et qu'on reprenne tous les contrats. Non, si, il n'y a pas de problème, c'est juste que je n'avais pas prévu. Et vous savez, je suis intermittent, donc j'ai au moins 43 fiches de paye. Attendez, j'arrive. Oui, non, à mars, bien sûr. Allô? Allô? Et là, ça raccroche parce que les appels sont minutés. Vous avez 12 minutes pour vous expliquer. Sauf que, ben là, votre frigo, il est vide. Donc, vous appelez une troisième fois, et dans le meilleur des cas, vous tombez sur la bonne personne. Oui, bonjour madame, je suis désolée, je sais que vous avez beaucoup de travail, mais en même temps, j'ai préparé tout mon dossier, mais c'est parce que mon dossier, mon frigo, il est énorme, je dis n'importe quoi, je respire. Oui, comment? Vous faites clic et tout est réglé. Là, vous avez envie de poser une bombe, mais vous ne le faites pas, parce que c'est la bonne personne. Je ne sais pas si j'ai envie de rire ou si j'ai envie de pleurer, en fait. C'est que j'amène ce document-là spécifiquement. Oui, ce contrat de travail, je fais une copie conforme, je l'emmène en agence, et après, ce sera terminé. Vous êtes sûr? Parce que la dernière fois, D'accord. Il y a une photocopie dans l'agence. Merci. Un bisou quand même, vraiment. Vraiment. Ah, oui, pardon. Et donc, je pars à l'agence. Clic, 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 clic. Ah. La photocopieuse est en panne. Bon, je fais la queue jusqu'au petit jeune homme qui est là pour nous aiguiller en fonction des besoins. Enfin. Oui, bonjour. Voilà, en fait, j'ai eu la plateforme, je sais pas comment les appeler. Je dois faire la compli conforme, mais c'est en panne. Et du coup, est-ce que vous pouvez faire une photocopie et un petit coup de tampon, et comme ça, je vais pouvoir manger ce soir. Et là, le petit jeune homme me dit ah non, moi je ne suis pas tenue de prendre ce genre de responsabilité. Non, mais c'est juste en fait, j'ai juste besoin d'une photocopie. Je vais pas aller dans une autre agence. Non, madame, vous avez qu'à me faire confiance. Remettez-moi votre original, tout va bien se passer. Alors, en fait, j'ai un petit peu d'expérience et j'ai quand même observé que nos relations n'étaient pas franchement construites sur la confiance, mais plutôt sur le factuel. Et je ne vois pas très bien comment je pourrais vous faire confiance si vous n'acceptez pas d'acter que je vous ai vraiment remis mon original. Écoutez, madame, moi je ne suis pas dans le conflit, je ne suis pas dans l'agression. Si vous n'êtes pas contente, vous allez voir ailleurs. Au suivant! Et là, pour la première fois de ma vie, je tape un scandale. Stop! Non, désolé, je m'en fous! Quoi? Comment ça? Vous pouvez pas me faire une copie? Mais monsieur, comment ça, je suis déjà bien gentil de m'occuper de votre dossier? Si vous êtes là, c'est parce que vous travaillez. Si je suis là, c'est parce que je travaille. Il n'y a pas ceux qui travaillent là et ceux qui travaillent là. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui ton bras vient d'immoler mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin, que je hais parce qu'elle t'honore. Excusez-moi. J'ai quand même dû aller dans une autre agence faire ma photo. Pendant que ce petit jeune homme fait le mariole, c'est mon point de vue, avec probablement une pression hiérarchique sur les épaules et zéro formation,
les chômeurs et chômeuses que nous sommes, on est en prise d'otage économique. Ça a un énorme impact sur notre quotidien. Et puis, on a déjà vécu... C'est-à-dire que oui, Pôle emploi, et pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas, on doit pointer tous les mois. Donc Pôle emploi fait partie de notre vie, c'est notre quotidien. C'est une relation un peu toxique. Parce qu'on a déjà vécu les radiations aléatoires, Non, ce contrat-là, vous allez me le faire re-signer par votre employeur, sinon je ne valide pas votre dossier. Les humiliations en agence ou les lettres qui vous disent « Pointez-vous tel jour, telle date, sinon vous êtes radié, donc vous lâchez les gosses, le travail, désolé, je reviens. » Vous pointez, voilà, j'ai reçu cette convocation, c'est pourquoi. Non, c'était juste pour voir si vous viendriez. D'accord. Des anecdotes comme ça, on en a tous et toutes à la peine. Plus inimaginables les unes que les autres. Vous pourrez en discuter entre vous après, je pense que ça va être croustillant. Et il y a une vraie violence institutionnelle qui s'opère dans l'assurance chômage. Et puis c'est pas fini, parce que encore ça serait que au moment où on est avec Pôle emploi. Mais dehors, il y a un énorme matraquage médiatique, un gros bourrage de crâne. Quand vous êtes chômeur, chômeuse, vous êtes un raté. Vous êtes une scorie de la société. Et puis, même, franchement, sortez-vous les doigts. Quand on veut, on peut. Il n'y a qu'à traverser la route. Mais même dans le vocabulaire, en fait. Au départ, on est des allocataires sociaux. Ensuite, on devient des bénéficiaires. Après, on est des chômeurs. Ah non, chômeurs, c'est je glande, pardon. Des chômeurs. Très récemment, on était encore des demandeurs d'emploi. Et là, on a le vocabulaire des régimes Hartz d'Allemagne qui nous viennent et nous sommes des activables. On perd notre humanité. On nous active et on nous désactive. Pourtant, le chômage, comme la subordination juridique nous le rappelle, c'est un droit. Et d'un droit, c'est devenu une honte sociale. C'est un droit, et c'est même précisément le droit des travailleurs et travailleuses salariés. Dans la présentation, là, au début, c'est pas les salariés et les chômeurs. Les chômeurs sont des salariés. Alors la honte, c'est pratique. Parce que vous n'allez pas vous mobiliser pour avoir des meilleures conditions de honte. Hein. On veut des meilleures conditions de honte. Et puis pendant que... Donc vous vous taisez, quoi. Et puis pendant que vous vous taisez, il y a ceux qui sont en poste qui se taisent aussi. Parce qu'ils ont peur d'y aller dans la honte. Ou d'y dégringoler. C'est pas facile à dire ça. Et donc pendant que tout ce beau monde, nous toutes et tous, on bouge pas trop le petit doigt, même pendant cette abominable réforme chômage, eh ben on détricote tranquillement le code du travail et on retourne vers ce paradis du 19e, d'avant le 19e siècle, du contrat à la tâche, de la précarité maximale, et ça marche très bien. Et tout ça pour récupérer la cassette. Des petits chiffres sur l'emploi précaire. Bon, déjà, il n'y a qu'une personne sur deux qui a droit au chômage qui touche effectivement ces indemnités, sans parler du RSA. Je crois que c'est un tiers des personnes. En 82, il y avait à peu près 5% d'emplois précaires qui pesaient déjà fortement chez les jeunes. Ça a explosé. 2017, on est passé à presque 27% d'emplois précaires.
avec évidemment plus fort pourcentage sur les femmes, et particulièrement sur les femmes racisées, faut quand même bien se le dire. Et sur les jeunes, c'est l'hécatombe, 57%. Et avec ce petit système de France Travail maintenant, des heures d'activité là, qu'ils ont mises au RSA pour les personnes au RSA et qui vont généraliser pour les personnes au chômage, en fait, on a une sorte de main-d'œuvre activable qui est en train de gonfler et qui va être quand même qui est évaluée à 8 à 9 millions de personnes qu'on va mettre au travail semi-gratuitement sur ces heures d'activité. Oh, ça plombe, hein! Oui, non, c'est tout ça pour dire que j'ai pas été voir Pôle emploi. J'ai été voir les syndicats, parce que j'ai bien senti que toute seule, face à l'institution, j'allais pas faire le poids. Moi, j'ai été voir à l'époque le SFA, donc Syndicat français des artistes interprètes, donc vous avez des représentants ce soir, et aussi la CIP, la coordination des intermittents et précaires, Île-de-France, parce que moi je suis en Île-de-France. Et c'est avec eux que j'ai démêlé cette histoire d'études mandataires. Avant de démêler cette histoire d'études mandataires, je voudrais faire un petit détour par mon deuxième accouchement. Si, je vous assure. Mon deuxième accouchement, il a été tellement vite que j'ai accouché à la maison, sauf que c'était pas prévu. Tout s'est bien terminé. En fait, j'étais à peu près à... Ça ne veut pas s'ouvrir. J'étais à 1 semaine du terme. Hop, allez, on y va. Hop. Ah, on n'a pas envie d'y retourner. J'étais à peu près à 1 semaine du terme. Mon compagnon, donc Julien, va à un rendez-vous médical. Et là, j'ai les contractions qui commencent tout de suite, très fortes et très rapprochées. Signe que le travail a commencé. Enfin, le travail... Ça s'appelle comme ça. Le travail des femmes, en français, c'est l'accouchement. Pas moi qui le dis. Donc, je laisse tomber ma tisane, mon coussin, mon yoga, et je me mets au milieu du salon, je hurle. J'essaye de gérer le truc, et là, j'ai la poche des os qui explose littéralement, déluge dans mon salon, et je sens la tête. Ah, je dis non. Et je me dis, je peux pas, seule chose que je me dis, c'est je ne peux pas accoucher si Julien n'est pas là. Donc je me mets en tête de saboter mon travail. Donc à chaque contraction, j'essaye d'être la plus molle, la plus absorbante, plus inefficace. J'arrive quand même à dire, il faut que tu viennes parce que je vais pas tenir longtemps. Reviens. Et à un moment, pendant que je faisais ça, sous hormones, tout d'un coup j'avais une pensée, je sais pas pourquoi, pour les travailleurs à la chaîne. Tout d'un coup je disais, ah mais ça, les travailleurs à la chaîne qui sabotent leur travail pour revenir à des cadences plus soutenables. Et puis je me rappelais aussi des sittings que j'avais fait et les conseils en désobéissance civile où ils disaient faites-vous le plus lourd possible, résistez pas quand il y a les forces de l'ordre, sinon vous leur donnez prise. Je ne donne pas prise aux contractions. Je ne donne pas prise aux contractions. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais tout habillée. Et pareil, je ne sais pas pourquoi, me traverse dans la tête, je me dis oh, mais pour accoucher, il faut être toute nue. Alors comme elle était descendue très très vite, j'avais une jambe paralysée. J'étais sur mon canapé à 3 pattes, avec le ventre qui allait jusqu'au siège. Et j'essayais désespérément de défaire le cordon de mon pantalon
si vous accouchez, ne mettez pas de pantalon. J'arrive péniblement à faire glisser mon pantalon. Et là, j'entends la clé dans la porte, c'est Julien, je reconnais. Et me sort cette phrase. Julien, elle arrive, prends les ciseaux, coupe ma culotte. Ce qu'il a fait. J'ai une contraction d'expulsion, 2, et hop. Anouk, notre fille, arrive, toute violette, sur notre canapé violet. C'est allé tellement vite qu'elle a oublié de respirer. Elle a les yeux tout grands ouverts. Et elle fait juste ça. Et elle respire. Entre la première contraction dans mon salon et l'arrivée d'Anouk sur notre canapé, il s'est passé 1h30 en tout et pour tout. 1h30 de travail pour 9 mois de gestation. Et au bas mot, 2 ans de conception, concrétisation, tentative avec mon partenaire Julien. De concrétisation donc du projet enfant. Et bien, dans nos petites compagnies de spectacles vivants, on retrouve exactement le même ratio. On met en moyenne 2 à 3 ans de conception, concrétisation de notre projet spectacle avec nos partenaires, les théâtres, les artistes, etc. Pour la levée de fonds. Et puis après, on a à peu près 9 mois de gestation, avec le planning de répétition, d'aller-retour en écriture, le son, la lumière, les décors, etc. Et puis arrive le jour J de la mise au monde de notre bébé spectacle, qui dure, pour la métaphore, en moyenne 1h30, qu'on va présenter au monde. Et où on est payé. Donc, la mise au monde d'un projet spectacle dans nos petites compagnies artisanales, c'est 1h30 de paye, 1h30 d'emploi, pour à peu près 3 ans de travail. Elle est où la dame qui demandait ? 1h30 d'emploi pour à peu près 3 ans de travail. Et là, quand même, on observe que l'emploi fait un sacré déni de travail. Du processus de travail nécessaire à la production d'un bien ou d'un service réalisé, mais aussi de tout ce qui permet ce processus, se nourrir, se loger, avoir des relations sociales, prendre des vacances, se ressourcer, qui permet de produire un bien ou un service final. Et aussi la valeur de ce travail. Cette notion de déni de travail, je l'ai retrouvée chez la sociologue Maud Simonet, un petit livre super facile à lire qui s'appelle « Travail gratuit, nouvelle exploitation », où elle reprend en fait toute la grille d'analyse des féministes des années 70, qui sont les premières à avoir théorisé l'exploitation du travail gratuit à l'endroit du travail domestique des femmes blanches occidentales, soyons clairs. Ces féministes, elles avaient montré que en fait, cette exploitation, elle se fait au nom de l'amour et du don de soi. Ce n'est pas un travail, ce n'est que amour, épanouissement et don de soi. Vous êtes déjà payé. Et donc, elle reprend cette grille
Et elle l'emmène sur tous les domaines de travail gratuit ou quasi gratuit actuels. Et donc elle montre qu'en fait, il y a exactement le même principe, non seulement que le travail gratuit et quasi gratuit fait entièrement partie du système de l'emploi et de la production capitaliste, mais aussi qu'à chaque fois, cette exploitation, elle est justifiée. Alors, au niveau des jeunes, il faut qu'ils méritent leur emploi et leur salaire, donc il faut qu'ils prouvent leur employabilité. Donc on va avoir, que ce soit dans le domaine privé ou l'État qui met en place les services civiques, les contrats à la mort moelleux en tout genre, contrats aidés, machin, etc. Il va y avoir aussi tout le secteur où on va être payé en visibilité. Les pigistes, il y a tout un truc sur le Huffington Post, les contributeurs aux réseaux sociaux, les artistes auteuristes, plasticiens, plasticiennes, etc. Pour mériter un revenu, d'abord, l'important pour vous, c'est d'être visible, que vous montriez votre travail. Il va y avoir aussi, il faut que vous méritiez votre citoyenneté et votre inclusion dans la société française. Et donc c'est comme ça qu'on va demander aux allocataires sociaux de prouver qu'ils sont de bonne foi et qu'ils ont vraiment envie de travailler. Donc on va les faire travailler gratuitement, ou quasi gratuitement, avant de peut-être envisager quelque chose. Bon, les femmes, c'est toujours pareil, hein, ça n'a pas tant évolué que ça. On est pareil, payé en amour, don de soi. Et puis il y a tout le secteur associatif. Le secteur associatif, où en plus il y a énormément de personnes à la retraite qui travaillent. Mais là, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un revenu ou un salaire, parce qu'ils se sentent utiles à la société. Ils sont payés en utilité, en sentiment d'utilité. Et voilà. Et donc moi, quand je lis son bouquin, je me dis, bah ouais, je vois bien de quoi elle parle. Moi, je suis mère, ça paye pas. Et donc je suis payée en amour et en don de moi. Et puis je suis comédienne, ça paye peu, mais je suis payée en amour, en métier passion, métier vocation. J'ai la chance de ne pas souffrir et d'aimer mon travail. Et ça, c'est déjà un revenu. Pourtant, dans les deux cas, c'est du boulot. Et puis c'est surtout que c'est pas ça qui va nourrir les gosses et qui va me permettre d'avoir une retraite, par exemple. Je bois un petit coup. Je regarde mon anti-sèche pendant que vous faites une petite pause intellectuelle. Ah, c'est parce qu'il faut que j'arrête. Quand j'étais enceinte, je m'en foutais tout le temps partout. J'avais fait un beau dessin. L'emploi qui fait un déni de travail. Quand je réalise ça, je me dis, mais donc l'emploi, ok, donc l'emploi, je comprends, l'emploi c'est le travail dans le système capitaliste, le travail salarié, et c'est une exploitation qui permet de faire fructifier du capital, qui permet le profit. Mais si l'emploi permet le profit, le plein emploi alors, du coup c'est le plein profit, on n'a pas vraiment intérêt à avoir du plein emploi. Surtout que si l'emploi fait autant de déni de processus de travail, le plein emploi, c'est le burn-out assuré. Ah bah oui, c'est ce qui se passe d'ailleurs. On n'a aucun intérêt à revendiquer ce mot d'ordre du plein emploi. En revanche, on a un très fort intérêt à revendiquer le mot d'ordre du plein salaire, qu'on soit en emploi ou pas. Il y a beaucoup, que ce soit dans les syndicats ou dans les collectifs militants, de propositions qui vont dans ce sens-là, de la revendication du droit au salaire et non pas du droit à l'emploi. Moi, je vais vous parler de réseau salariat et du salaire à vie. Je vais le faire assez rapide, parce que c'est là que j'ai découvert et que j'ai adhéré à ce projet. Alors, comment expliquer réseau salariat et le salaire à vie en moins de 5 minutes? Top chrono. Alors, le salaire à vie, c'est le petit nom pour le droit politique de producteurs et de productrices. La proposition, c'est de revenir, de s'appuyer sur le déjà là du régime général tel qu'il a été institué, c'est-à-dire de revendiquer une caisse de sécu unique
pour financer le salaire à vie de toute personne majeure, et même ça c'est en débat, jusqu'à la fin de sa vie, de manière inconditionnelle, le salaire à vie, de financer aussi tout ce qu'on pourrait appeler les communs, l'alimentation, c'est-à-dire d'élargir les prestations sociales, alimentation, culture, énergie, eau, logement, transport, etc. Et cette caisse de sécu, elle va aussi financer le développement, l'investissement, mais pas au sens capitaliste, au sens communiste du terme, je crois qu'on peut lâcher le mot. Comme ça s'est passé en fait, et ça s'est déjà passé, notamment pour les hôpitaux publics. Les hôpitaux ont été construits et financés par la cotisation sociale. On n'a pas eu besoin, ou vraiment à la marge, de passer par le système des propriétés lucratives que sont les banques, les prêteurs, etc. On n'a pas eu besoin de s'endetter. Ben voilà, vous avez tout compris au statut politique de producteur et productrice. Moi j'aime bien l'expliquer comme ça, pourquoi on dit statut politique de producteur et de productrice. L'idée c'est de dire, de la même manière qu'à notre majorité, en tout cas pour le moment, on est considéré en capacité de participer à la vie démocratique de notre pays, qu'on soit en train de voter, qu'on vote ou qu'on ne vote pas réellement, concrètement. Et bien là, de la même manière, c'est dire à notre majorité, on est en capacité de produire, qu'on soit en train de le faire ou pas. Et qu'à ce titre, on participe à on a un salaire à vie. Quand je dis, alors je vois des petits doux qui font oui, enfin, quand je dis qu'on soit en train de le faire ou pas, c'est encore la grille de lecture assez capitaliste, parce qu'en vrai, il y a déjà une grosse partie de la production qui n'est pas reconnue comme production. C'est ce qu'on appelle le travail de reproduction. Le travail domestique, le travail de soins, le travail, et c'est tout ce qu'on retrouve dans les métiers déqualifiés, sous-qualifiés, féminisés. Ça va, vous m'avez à peu près suivi? Oui. Merci. Bon. C'est une proposition macroéconomique de sortie du système capitaliste. Ça permet quoi et qu'est-ce que ça change? Ça change que c'est nous qu'on décide ce qu'on produit, comment on le produit et à quels besoins collectifs ça répond. Ce qui peut nous permettre de mettre en œuvre notamment une organisation écologique et décoloniale de la production. Et puis ça remet un peu, ça nous redonne aussi de l'égalité, voire de l'équité, sur la division sexuelle du travail, raciale du travail qu'on vit actuellement. C'est déjà pas mal. C'est imparfait, mais c'est déjà pas mal quand même. Bref, allez, on en finit. Donc, pourquoi on m'a collé cette étude mandataire? Donc moi, je vous ai dit, je vais voir les syndicats, et je découvre aussi le sociologue Mathieu Grégoire, qui a écrit un super bouquin, qui a fait sa thèse sur l'intermittence du spectacle. Un bouquin qui s'appelle « Intermittence du spectacle, 100 ans de lutte », je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai la référence là-bas si vous la voulez. Avec Mathieu Grégoire, déjà, je découvre que, en tant qu'artiste-interprète, j'ai la présomption de salariat. C'est-à-dire que j'ai droit à la protection sociale des salariés, que je sois subordonné ou pas, ou peu. Et du coup, je me dis, mais attends... en fait, je suis présumée innocente déjà par rapport aux attaques de Pôle emploi. Je découvre aussi l'histoire de l'intermittence du spectacle. Je ne vais pas vous la faire, je vais la faire courte, mais il y a quelques trucs qui m'ont marqué. Déjà, que ce principe d'un revenu continu pour de l'emploi, on va dire, discontinu, en fait, au départ, il était financé dans le cinéma. Parce qu'au début de l'industrie du cinéma, ils avaient besoin d'ouvriers très qualifiés en charpenterie, charpenterie, on dit comme ça, charpentier, électricité, lumière, etc. Et que les gars, ils disaient, t'es bien gentil avec tes 3 semaines ou tes 2 mois de tournage, mais moi, je ne vais pas quitter mon boulot pour 2 mois de salaire. Et donc, petit à petit,
ils avaient mis en place en disant « Ok, bah, je te paye toute l'année, mais t'es là quand j'ai des tournages. » Là, tout d'un coup, je me dis « Tiens, on pourrait leur renvoyer la balle. Hein. Si on veut, on peut. » En fait. L'autre chose, donc, l'autre chose qui m'a marqué, c'est que chez les musiciens, c'était 100% syndiqué. Sinon, tu jouais pas avec les copains. Et ça leur permettait de négocier des tarifs minimaux avec les programmateurs et les lieux de musique. Bon, chez les comédiens, c'était moins sympa. Ils se sont dit, le gâteau est pas très gros. On va faire une carte professionnelle, comme ça, sur cooptation, comme ça, il y aura moins de monde et on aura des plus grosses parts de gâteau. Ça persiste un peu, ces deux mentalités. Bref, donc la présomption de salariat. Donc là, je dis au syndicat, mais du coup, qu'est-ce qu'on me reproche, quoi? Enfin, finalement, il n'y a rien à dire. Et en fait, il m'explique que c'est parce que, en tant que comédienne, j'ai une compagnie et que je travaille au sein de ma propre compagnie, que Pôle emploi me coince. En fait, la logique, c'est de dire, vous vous employez vous-même, c'est du contrat fictif, donc ce n'est pas du salariat, donc vous n'avez pas le droit au chômage, donc vous devez être radié et vous devez rembourser. Waouh! Et donc je leur dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc là, ils me disent déjà que j'avais eu un bon réflexe, c'est-à-dire que je n'ai pas répondu à cette lettre qui, vous vous en doutez, était beaucoup plus administrative et imbitable. Pardon, c'est très très grossier ce que je viens de dire. Dans cette lettre, en fait, Pôle emploi me demandait d'envoyer des documents auxquels j'avais accès, mais qui sont des documents qui, en principe, il y a les documents des salariés et les documents des employeurs. Et si le salarié, la salariée en l'occurrence, envoie elle-même les documents de son employeur, il considère qu'il n'y a pas de subordination stricte. Donc en fait, si j'avais envoyé les documents qu'on m'avait demandé, ça aurait joué... Enfin, c'était un piège, quoi. Ça m'aurait incriminé. Bon, j'ai suivi au mot près les réponses, j'ai été hyper procédurière, ça m'a coûté une blinde en accusé de réception, jusqu'à ce que j'ai eu cette chance. Au bout de 5 mois, ils ont lâché l'affaire. La petite chose qui avait mis le grain de sable dans le principe, c'est que ma mère était au bureau de mon association, depuis la création. Sauf qu'en 2008, création de Pôle emploi, fusion de la NPE et des ACDIC, c'est aussi création des algorithmes antifraude, qui se déclenchent automatiquement selon certains paramètres, qui ne sont pas des paramètres illégaux, mais où il y a suspicion de peut-être que là, si on creuse un peu, il y aurait quelque chose à trouver. Donc en fait, je me suis battue pendant 5 mois contre un algorithme. Je précise que... Oui, ça va pas s'arranger. Je précise que ma mère était au bureau de l'association et c'est parfaitement légal. Au bout de 5 mois, c'est rentré dans l'ordre. J'ai pu remplir mon frigo et j'ai pu tenir parce que je suis bien entourée. Je viens d'une famille qui a un certain capital culturel, économique aussi. Et je viens d'une famille et d'un entourage qui est militant et qui a l'habitude des luttes. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et même comme ça a été sérieux. Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est d'une hypocrisie sans nom, parce que l'accusation de salariée employeuse, ben en fait, oui, je suis salariée et je suis employeuse. Les deux. Pas juridiquement, mais factuellement. Dans nos associations, qui sont rien d'autre dans le monde du spectacle vivant, en tout cas, que des entreprises déguisées, parce que c'est le monde associatif, mais ces associations sont des coquilles vides qui ne servent qu'à lever des fonds pour les productions et à financer les salaires, déclarer des salaires. Dans cette association, comme beaucoup, et comme je vous le disais au début, je fais un peu tout. On est 2-3, on fait tout. On est
des salariés, employeuses ou des employés. Et on est ça, et en plus c'est structurel, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas tellement le choix. Pour lever des fonds, que ce soit les financements publics ou les financements privés, ils nous demandent en tant que porteuses de projets de se constituer en association ou d'en rejoindre une et de devenir nos propres employeurs. Les théâtres, c'est pas les théâtres, quand on signe des contrats, c'est pas les théâtres qui nous salarient directement, c'est nos associations. Il y a une sociologue, Antonella Corsani, qui a étudié ça, et donc qui explique qu'en moyenne, on arrive à payer à peu près, quand il y a une production pas trop dégueulasse, on arrive à payer un mois de répétition, et que un tiers des artistes interprètes sont dans cette situation de salariés employeurs. Et elle va plus loin, elle confirme que c'est structurel, hein, et elle va plus loin en disant que, en fait, on est à un endroit, une sorte de zone grise dans le paysage du salariat et même du travail, une zone grise où on cumule un peu tous les statuts sans correspondre strictement à aucun d'eux. Parce que par la nature de notre activité, on a la présomption de salariat, donc on est reconnu salarié par la nature de notre activité. Mais on est aussi reconnu entrepreneur, entrepreneuse, parce qu'on est entrepreneur de nos propres spectacles, on lève des productions et on a ce statut d'employeur. En fait, malgré une précarité assez grande, on est à un endroit où on a la protection sociale des salariés sans la subordination stricte, on a une forme de liberté d'entreprendre sans, ou de manière très minoritaire, l'endettement sur les marchés, et puis on a une forme de salaire continué malgré notre emploi discontinu. Donc en fait on est à un endroit qui brouille absolument toutes les pistes, tous les clivages entre entrepreneuriat et salariat. Et c'est à cet endroit-là que l'intermittence du spectacle est autant pointée du doigt. L'enjeu, il est là parce que c'est un grain de sable dans la logique stricte de subordination, dans la logique stricte d'exploitation du travail salarié. L'intermittence du spectacle, mesdames et messieurs. L'intermittence du spectacle. Oh là 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 là! Elle est unique. Elle est so sexy, l'intermittence du spectacle. Elle est d'une souplesse en perpétuel apprentissage. C'est une créature qui nous répugne et qui nous fascine. Un drôle de zèbre aux frontières du réel entre salariat et entrepreneuriat qui nage en eau trouble entre emploi et travail. C'est une passeuse sulfureuse sur les sentiers de la prostitution capitaliste qui nous propose de regarder vers les rives du droit au salaire et d'un entrepreneuriat communiste. Oh, couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Cela fait venir de coupables pensées. Bah oui, il faudrait pas trop que ça se sache. Tout l'enjeu, à mon sens, et c'est ma lecture de ça, il est là. Il est sur le fait que, à cet endroit très particulier du salariat, on expérimente à la fois une forme de droit au salaire, tout aussi conditionnel qu'il soit, tout aussi difficile, avec précaire, mais quand même, un droit au salaire, une forme de souveraineté sur notre travail et sur notre production. Relative aussi, mais tout de même. C'est un endroit qui est très fortement subversif et qui, à sa mesure évidemment, dans le secteur privé, prouve qu'il y a des alternatives et que le capitalisme n'est pas invincible. C'est dit. Ben voilà.
Juste faire une petite rallonge. Donc c'était mon 3e accouchement politique. Celui qui m'a permis de comprendre que cette énorme colère que j'ai eue quand on m'a... face à cette injonction de la subordination, c'était pas un caprice d'artiste qui se pense en dehors du monde du travail, au-dessus de la société ou je ne sais quoi, comme on aime à le faire penser, que c'est une colère saine, que c'est une colère légitime et que c'est une colère politique. Et comme pour mon 3e accouchement, on ne m'a pas de trop demandé si je voulais couper le cordon, je vais couper le cordon de manière assez symbolique, cordon capitaliste et patriarcal, par une petite lettre de réponse à Pôle emploi. Août 2020, fin de ma formation, création de cette conférence gesticulée, 4 mois de travail, financée par Pôle emploi, puisque j'étais en... C'était le confinement, notamment, et que comme mon compagnon fonctionnaire, je recevais mon salaire malgré aucune journée d'emploi. Mon très cher Paul, j'ai bien reçu ta lettre. Vous avez peur quand je fais ça? Maman, faut pas que je fasse ça, parce que sinon on se dit « Oh, ça va être long ». J'ai bien reçu ta lettre et je te remercie du fond du cœur. Grâce à toi, j'ai pris pleinement conscience d'où je viens, des besoins qui m'ont emmené là où je suis et des valeurs que je veux défendre demain. Je passe rapidement sur ton attitude paternaliste, ton chantage à l'emploi, ton mépris de classe et ce rapport de subordination sans cesse réaffirmé dans nos relations. Mais quelle indéfectible mauvaise foi dans tes accusations. Toi qui siphonnes honteusement la caisse chômage. Toi qui te permets de faire de la spéculation avec notre argent. Toi qui fais passer la protection sociale pour un coût, pire, une dette dont les usagers seraient responsables. Dois-je te rappeler que la protection sociale est un droit fondamental porté par notre Constitution? Dois-je te rappeler que ce sont les travailleurs et les travailleuses qui t'ont créé? Dois-je te rappeler enfin qu'à maintes reprises, nous avons proposé de créer un fonds de réserve avec les excédents de la Sécu et qu'à chaque fois, avec tes petits copains du MEDEF, tu as préféré baisser les cotisations, les supprimer et recourir à l'endettement. Et d'ailleurs, de quel droit endettes-tu la Sécu? De quel droit endettes-tu l'assurance chômage? De quel droit transformes-tu la cotisation en recette fiscale? De quel droit déguises-tu la Sécu en peau de chagrin, misérabiliste, de l'assistance publique? Je me joins au groupe d'audit citoyen de la dette de l'assurance chômage, le GACDAC, qui ont fait un travail extraordinaire. Je ne pensais pas pleurer devant des pages et des pages de chiffres un jour dans ma vie. Ce groupe, donc le GACDAC, a émis un rapport en 2018 où il concluait qu'une dette contractée par un État ou une délégation de service public qui ne sert pas l'intérêt collectif, mais celui d'une petite partie de celui-ci, doit être déclarée illégitime et ne pas être payée. La dette de la Sécu résulte de choix politiques qui favorisent les employeurs et les créanciers, en gelant depuis 2003 les taux de cotisation, en faisant du profit sur l'argent socialisé. Et comme le disait déjà le droit international et le Conseil des droits de l'homme en 1999, annuler cette dette est parfaitement légitime. Ah, mon très cher Paul, comme tu le vois, loin de me désarmer, ta lettre m'a profondément réveillée et politisée. À mon tour, j'espère de tout mon cœur que tu sauras quitter ton costume de petit gestionnaire capitaliste, imbu de son pouvoir, que tu sauras revenir à ta mission première de service public, non étatique, que tu auras l'humilité de rendre son autonomie et son autogestion à la caisse chômage et à la sécurité sociale. C'est en vain avec une joie pleine d'appréhension que je te partage l'horizon d'émancipation qui sous-tend l'intermittence du spectacle dans nos petites compagnies, à savoir le droit au salaire pour toutes, la démocratisation de la production et la défense du bien commun, héritage direct du régime général de 1946.
le cœur gonflé d'espoir, Hélène, ta camarade, mère, comédienne, impertinente du spectacle. Merci beaucoup. Expérimenter, si ça ne vous est jamais arrivé, comme nous dans notre petite compagnie, ce statut d'employeur, parce que ce soir vous êtes les employeurs. Donc ceci est mon chapeau. Et chacun selon ses moyens. N'oubliez pas les cotisations sociales. Merci.